quand même en colère, je suis quand même en colère, je suis quand même en colère à cause de quoi? À cause de cette photo. Là voilà. Ce matin, j'ai lu un article. On a été combien de milliers à lire un article? On a retrouvé le cercueil de Joachim du Bellay. Enfin, le cercueil, on l'avait déjà trouvé, mais c'était un cercueil plombé. Donc, on savait que dedans, il y avait quelqu'un considéré comme important. Simplement, il n'était plus où il était. Parce que quand on lit la biographie de Joachim du Bellay, il est mort. Il avait 35 ans, tuberculose osseuse. C'est ça qui l'a emporté. Il y avait aussi ses problèmes de surdité. Il souffrait terriblement. On a des lettres. Alors, les lettres, il les écrivait en latin, puis c'est des lettres où c'est pas le genre encore à s'épancher sur ses misères, mais il explique pourquoi il peut pas se rendre à telle chose de court, pas accomplir ses fonctions, pas partir à tel voyage. Il rêvait d'être enterré près de la Loire. Tu parles, 35 ans, on l'enterre dans Notre-Dame de Paris, dans une chapelle. Oh ben on avait bien la référence, parce que c'était là qu'était enterré justement le cardinal Jean du Bellay, le puissant de la famille, celui qu'on trouve toujours aussi dans Rabelais. Rabelais qui est mort 10 ans plus tôt, disons par là, dans ces eaux-là. Il n'y a pas de lien direct entre Joachim du Bellay et Rabelais. Sinon, ce lien par la famille, Guillaume de Langeais et le cardinal du Bellay. Donc, le neveu est enterré auprès du puissant, du cardinal. C'est pas parce qu'il est poète. Oh, ben non, c'est pas ça. Regardez Rabelais, il est enterré là vers Saint-Paul, à Paris. Et le lieu, maintenant, je crois que c'est devenu une sorte de terrain de handball. Enfin bon, peu importe. Mais au 19e siècle... quand on veut récupérer le lieu de ce cimetière, là on l'identifie encore, Rabelais. On dit c'est celui-ci. Il propose à la ville de Chinon de récupérer les ossements. La ville de Chinon, ah non, ça croit pas en Dieu ces trucs-là, ça peut faire... Et finalement, les ossements de Rabelais, ils sont pris dans tout ce qu'on ramasse là, dans ce cimetière, et ils sont balancés dans les catacombes. D'ailleurs, c'est pour ça, nous, c'était au mois de mai, il y a 1 an. Peut-être vous y étiez là, puisque moi j'avais convoqué les copains et on a ramené les cendres. Et puis ces cendres, on les a dispersées dans le petit cimetière de Seuilly. Que Rabelais, ces cendres, soient restituées à son village. Joachim du Bellay qui voulait être enterré près de la Loire, lui, qu'est-ce que tu veux? Cercueil plombé, près du cardinal. Mais ensuite il y a des réaménagements, les chapelles en question sont transformées. Qu'est devenu le cercueil de Joachim du Bellay? Et là, évidemment, Notre-Dame, ils ont tout exhumé, ils ont fait des fouilles, c'est leur boulot, d'accord. Et ce fameux cercueil plombé, alors ils l'appelaient le cavalier, paraît-il, parce qu'il y avait justement, à cause de la déformation, tuberculose osseuse, il y avait des marques, on finit par l'identifier avec, paraît-il, certitude, comme étant le cercueil, et donc la dépouille mortelle de Joachim du Bellay. Tant mieux, on s'en réjouit. Pauvre Joachim du Bellay, de toute façon, il ne demandait rien. Oui, mais voilà, il y a 2 photos. Et les 2 photos, qu'est-ce que tu vois? C'est pas celle-ci. Ça, c'est la mienne de scie. Ils lui ont mis la scie comme ça, et ils ont commencé à faire ça, et ils lui ont scié le crâne en 2. Pourquoi nous, auteurs, ça présenterait un intérêt quelconque de nous scier le crâne en 2, d'ouvrir la calotte comme, et montrer ce qu'il y a dedans? En plus, de 1560 à 2022, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben tu le vois sur la photo. Oh regarde, il n'y a rien. En quoi cela nous enseigne que dans le cerveau coupé en 2 d'un grand écrivain de la langue française, on puisse prouver que 500 ans après, il n'y a rien? À l'époque, il y avait quelque chose. Et puis le poète, c'est dans ce qu'il voit, c'est dans ce qu'il entend, c'est dans ce qu'il profère, et c'est dans la main, et la main, comme on l'exerce. Est-ce que ça part là de ce qu'il y a là dans la boîte crânienne quand tu la coupes en 2 et que tu prétends là maintenant
500 ans après qu'il n'y a rien. Ça prouve rien. Vos histoires, avec vos combinaisons blanches, et puis vos gants bleus, et puis vos masques, et puis la petite bonnet là de machin, et puis les lunettes qu'on met par-dessus pour avoir l'air, et puis tout. Oh, c'est trop, c'est 4 dames. Mais je leur en veux pas à ces braves dames. Mais pourquoi, sur la photo, nous montrer pile, boum, le crâne de Joachim du Bellay, scié en 2, avec leur scie. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils comprennent de mieux à la langue? De nous donner en photo le crâne de Joachim du Bellay éclaté en 2. On a 2 photos. Eux, ils doivent en avoir d'autres. Il y en a une, on le voit tout entier, de la tête aux pieds. Je la mets sur mon écran. On voit le crâne coupé en 2. Ils ont même enlevé l'autre bout de la noix de coco. On voit les bras. Ben oui, normal, qui proteste. On lui fait ça, tu lui coupes le crâne en 2. Normal qu'ils se mettent les bras comme ça. Et puis tu vois les hanches. Bon, il n'y a plus grand-chose au milieu. Les dames, de toute façon, ça les aurait choquées avec leur blouse blanche, tu crois? Les tibias, les humérus, et puis le bazar des trucs de pied. Et c'est marrant, il avait un cercueil profilé, un cercueil plombé, anthropomorphe. Mais moi, est-ce que j'ai envie de la voir, cette photo? Bon, quand on l'a fait prendre les cendres là de Rabelais, hein, un petit peu là, de ce qu'on a pu recueillir dans les catacombes, à l'endroit où il y a le dépôt là de ce cimetière, et le ramener là, dans une petite boîte. Tenez, je l'ai gardé la boîte. C'était avec cette boîte là qu'on a ramené, qu'on a dispersé ces cendres de Rabelais là dans le petit cimetière de Seuilly. On était moins respectueux? Je sais pas. Je crois pas. En tout cas, là, moi, sur la photo, je le vois. On va essayer de redresser de face, juste comme ça. On a le visage de Joachim du Bellay. Tu sais, des fois, ils font ça dans les feuilletons de la police, machin. Ils te refabriquent là, des visages. Bon, ça, au moins, ça aurait été mieux. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-dedans? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à mettre leurs mains, après la scie, dans le crâne, dans le fond du crâne de Joachim du Bellay? Alors moi, évidemment, aujourd'hui, ce soir, j'ai ressorti La défense et illustration de la langue française par Joachim du Bellay. Et c'est pas rien, ce livre. Bon, ça fait pas tout ce vieux livre, là, vous savez, la collection, c'est une collection des Garnier, autrefois 6 rue des Saints-Pères. Texte d'Étienne, jamais réédité, 100 francs. Je sais pas, donc il y a longtemps que je l'ai, ça. Avec une biographie, là, du Bellay, une préface, et évidemment beaucoup de notes, pour leur dire à ces dames en blouse blanche et gants bleus qui se penchent sur le Maccabée de Joachim du Bellay et lui ont scié la tête en 2. Voilà ce que vous eussiez pu trouver simplement dans ces livres, sans avoir besoin d'aller lui tripoter les intestins du cerveau, évidemment. Qu'il n'y a rien dans une boîte d'os, 500 ans après la mort d'un poète. Mais le principal point pour lequel je désire que le lecteur considère cette composition et quelques autres que je lui proposerai quand je mettrai en lumière l'œuvre entière, c'est pour lui montrer que nous pouvons encore forger des mots en un besoin, à l'imitation de ceux-là, après avoir découvert comment ceux-là ont été forgés. Et dit, pour exemple, que comme nous trouvons avoir été dit fort conseillé, fort jugé pour mal conseillé, mal jugé, et que nous usons encore aujourd'hui de fort faire, pareillement pour mal faire, aussi je ne doute point que nous ne puissions dire fort parler pour mal parler,
voir qu'il n'ait été dit. Or, pourrait être mis ce mot en la place de l'italien straparlar. Quant aux mots qui sont appelés noms, nous sommes encore en plus beau chemin, s'il nous plaît d'en forger de nouveaux par composition, vu mêmement la prérogative que nous donne cette ancienne imitation de quelques composés grecs dont j'ai fait mention naguère. Car si nos ancêtres ont pris cette liberté et hardiesse d'imiter certaines compositions de la langue grecque jusqu'à rendre mot pour mot, comme avant-coureur et songe malice, et je ne doute point que songe creux n'ait été fait pour répondre pareillement à quelqu'un des leurs, aurions-nous pas trop peu de courage si nous demeurions en si beau chemin? Car ce que nos ancêtres ont fait en ceci, ils l'ont fait aussi en autres, comme j'ai montré ailleurs, je dis, quant à représenter la composition grecque. De quoi j'avertis que, quant à ceci, je confesse que si les latins avaient aussi bien des mots répondant à songe malice et songe creux, comme ils en ont un qui répond à avant-coureur, on pourrait dire que nous aurions imité leur composition, non pas celle des Grecs, mais outre ce que nous avons d'autres exemples de telle imitation des noms, quelques verbes aussi nous en fournissent, entre lesquels est contrefaire. Car on sait bien que les latins n'ont point de mots auxquels celui-ci puisse répondre, comme il répond aux Grecs. Là, je ne sais pas lire le grec, moi. Aussi, les Italiens ont fait ici, comme en plusieurs autres endroits, où ils se sont vus destitués de l'aide des latins, car ayant recours à nous, ils ont contrefait notre contrefaire, en disant « contrafare ». Cela donc étant posé, que nos ancêtres nous ont montré comment il fallait imiter les compositions grecques, je dis que nous aurions bien faute de cœur, encore que notre nation ait plutôt faute de toute autre chose que de cela, si nous ne poursuivions notre pointe. Et pour venir aux exemples, je dis, à propos du mot « ancêtre » dont je viens d'user, que comme ainsi soit qu'en bisaïeul nous imitons la composition grecque machin truc, non pas la latine proavus, nous serions trop peu hardis si, comme nos prédécesseurs ont fait bisaïeul de machin truc, nous n'osions faire trisaïeul de machin truc. Vu mêmement qu'en ceux aussi nous disions mon grand-père et ma grand-mère pour mon aïeul et mon aïeule, nous suivons les Grecs. Je ne dis pas cependant que les latins n'aient pas aussi suivi cette langue en leur proavus, lequel si usité, mais tant il y a qu'eux on choisit l'un et nous l'autre. Je dis bien davantage, c'est que nos ancêtres nous ont montré le chemin d'autres imitations plus hardies, sans comparaison. Je dis bien davantage, c'est que nos ancêtres nous ont montré le chemin d'autres imitations plus hardies, sans comparaison. Pourquoi ne dit-on fort vestu, aussi bien qu'on dit court vestu? Il est vrai qu'on prononce plutôt court vêtu, santé aussi. Pourquoi ne dit-on porte-ciel en parlant d'Atlas? Pourquoi en parlant d'Hercule ou Ulysse ne dira-t-on porte-peine ou porte-labeur au lieu du grec? Il ferait beau voir que nous eussions fait un composé pour un crocheteur en l'appelant portefait, pareillement pour un paresseux en l'appelant fainéant, et que nous vous eussions demeuré court quand il serait question d'honorer la mémoire de gens de bien, de quelques belles épithètes, et principalement de ceux qui ont eu un naturel directement contraire à celui des paresseux. Il faut aussi considérer qu'entre les mots usités, composés du verbe porter, nous n'avons pas seulement portefait, au lieu de ce que les Grecs usent de deux mots, ayant une même façon de composition et semblable à la nôtre, ainsi de suite. Voyez, Joachim du Bellay, défense et illustration de la langue française. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. On va tous ensemble le lire à voix haute. Et quand on l'aura lu à voix haute, on le mettra dans une grosse boîte, là, comme celle de Rabelais. Et on va leur dire, on va y aller à Notre-Dame, là, de Paris, là où ils font les fouilles, là, parce qu'il faut bien aller y chanter la messe encore à nouveau. Et nous, on leur dira, il est où le cercueil plombé, là, où vous avez coupé le crâne? Eh bien, tous ces mots, là, de défense, illustration de la langue française, dans le moment où ils l'inventent, la langue française, eh bien, on les prendra dans notre boîte et on les reversera dans le crâne découpé. Ensuite, on prendra quoi? Eh ben, nous, on est aussi des équipés de la moderne. On prendra de la superglue, on prendra les deux moitiés du crâne et on le remettra comme ça.
Mais à l'intérieur, on leur a remis dans le cercueil plombé la défense et illustration de la langue française. Pourquoi ? Vous avez voulu nous montrer ce crâne coupé en deux, ce crâne ouvert. Je vais vous montrer, moi, comment on fait, nous-mêmes, pour nous scier nos crânes. Et vous allez voir, si vous croyez qu'il n'y a rien dedans, et ben suite du Bellay, on va lui remettre sa défense et illustration de la langue française. Voilà, les carnets, aujourd'hui.